L'eau est un motif très familier. Mais il y a aussi des motifs environnementaux qui sont plus discrets et qui n'ont pas été inscrits de la même façon dans notre culture, dans nos mythes, dans nos rites aussi. Des motifs qu'on ne voit que si on est vraiment très attentif. Alors, c'est des motifs que voient les savants ou bien les passionnés qui vont aller voir des motifs plus discrets. Alors, je vous ai parlé de ce grand ruban bleu, ces méandres qu'on voit bien tous, qu'on a tous en tête. Mais en fait, un cours d'eau, il a aussi des bras morts, c'est-à-dire d'anciens bras qui ont été abandonnés. On n'a plus l'impression qu'il y a de l'eau. Et pourtant, il y a encore de la vie là-dedans qui est très dépendante des cours d'eau, de la nappe qui, à cet endroit, a une texture différente. Et puis, il y a aussi des zones humides, des mares, dans lesquelles il y a aussi des liens avec le fleuve qui sont plus ou moins invisibles. Et pour vous donner un exemple de toute cette vie qui est au-delà du lit de la rivière, je vais vous parler des brochets. Les brochets, c'est une espèce de poisson qui, au moment de la reproduction, va bénéficier de moments où la rivière sort de son lit et va inonder des prairies. Et dans ces prairies, en fait, le chevelu des herbes fait qu'il n'y a pas beaucoup de courant, il n'y a pas beaucoup de hauteur d'eau non plus. Il y a des moments propices à ce que les brochets sortent du lit de la rivière. En fait, ils vont dans le lit majeur de la rivière, qui n'est pas inondé tout le temps. Et là, ils vont pondre le long de ces herbes de la prairie. Et comme l'eau est peu profonde et qu'elle a eu l'occasion de bien se clarifier avec tous ces sédiments qui se sont déposés lentement parce que le courant était tout doux, eh bien, il va y avoir un système, des conditions qui vont être très favorables à ce que les brochets pondent et surtout leurs œufs, dans des températures qui sont favorables, vont grossir, vont se développer, vont sortir des petits alevins. Alors évidemment, si l'inondation ne dure pas très longtemps, la prairie va se ressuyer avant que les alevins aient la possibilité de rejoindre la rivière. Et ça, cette année-là, ça sera bête pour les brochets, mais il n'y aura pas de reproduction. Mais si l'inondation reste assez longtemps, eh bien, on va pouvoir refaire le cycle du brochet complètement, c'est-à-dire recréer des alevins qui vont grandir dans la rivière suffisamment pour devenir adultes et se reproduire à nouveau quand il y aura les conditions propices. En fait, on considère que dans une rivière, pour qu'il y ait des brochets, il faut que ces inondations propices arrivent à peu près tous les 5 ans. Ça suffit pour qu'une rivière puisse avoir des brochets qui se reposent. Mais si effectivement, le propriétaire de la prairie, il se dit « Oh, bah, c'est tout mouillé, je ne peux pas y mettre le camp de vacances que je pensais installer là, en prairie, en tente et tout. Bah, ça serait peut-être mieux que je fasse une petite diguette. Ah, bah, ça est fini pour les brochets. Il n'y aura plus jamais de brochets dans cette prairie parce que les conditions d'inondation vont être changées en fréquence et peut-être que ça ne sera pas suffisant pour que les brochets fassent leur cycle. » Mais pourquoi il fait ça, le propriétaire? C'est parce que voir les œufs de brochets dans la prairie, eh bien ça c'est un motif qui est très discret. Il n'y a que des gens qui sont vraiment passionnés, qui se sont rendus compte que c'était comme ça, et qui peuvent comprendre, qui peuvent aussi être attentifs, et puis qui peuvent peut-être porter la voix des brochets. Et il y a dans le domaine de l'eau des tas de phénomènes qui sont comme ça très discrets, dont il n'y a pas toujours des hommes pour porter la voix de ces problèmes. Je pense à la pollution diffuse aussi. Comme elle est diffuse, eh bien, elle n'est pas bien vue, on ne sait pas exactement à quel endroit elle se passe. Bon, on se doute que c'est avec certaines pratiques, c'est une activité. On peut penser aussi, parce que l'eau ne charrie pas que de l'eau et des poissons, elle charrie aussi des sédiments. Et ces sédiments ne sont pas que de l'argile. En fait, avant tout, si on remonte dans les montagnes, ce sont des gros blocs de roches qui vont être déstabilisés par les pluies et par l'alternance des gels et des dégels, et qui vont basculer, puis qui vont être emmenés par le courant des torrents, qui vont rouler, qui vont se polir comme des gros galets, et puis qui vont se casser, faire des petits bouts de fragments de granulats, de gravier, de sable. Et les sables, eux aussi, vont être érodés en limon et puis en argile. Et en fait, ce phénomène-là a généré aussi d'autres formes de richesse, puisque quand l'eau sort de son lit, eh bien, cet apport en limon a été aussi une façon d'enrichir les terres. Vous connaissez sûrement l'histoire des crues du Nil, qui était une richesse pour les Égyptiens.
Alors ces sédiments qui débordent, enfin qui parfois sont amenés en dehors du lit mineur, dans le lit majeur, ont aussi suscité des tas d'attentes, des tas de motifs d'action. On est allé chercher dans les cours d'eau des galets pour construire des maisons, du gravier, des granulats pour fabriquer du béton, du sable pour fabriquer du ciment. Et en fait, une image qui peut nous aider à comprendre comment ces sédiments se déplacent dans la rivière, c'est d'imaginer qu'on a sous les rivières, dans le lit des rivières, une sorte de tapis roulant qui est alimenté par la force, le débit de la rivière. Et donc, effectivement, ce n'est pas un tapis roulant qui va rouler de façon continue, mais qui, en fait, va se mettre en route au moment où il y a des crues particulièrement fortes. Donc, c'est un peu saccadé comme phénomène. Et ça emmène ces sédiments qui sont en hauteur au début, dans les petits cours d'eau amont, jusqu'à dans les grands fleuves. Alors, si on puise à un certain endroit, par exemple, je me mets en haut du bassin versant et je prends des graviers, même des galets à cet endroit-là, ou bien je me mets un peu plus en aval, où là, il y a eu déjà des tas de phénomènes d'érosion et c'est plutôt du sable que je vais extraire. Eh bien, ces graviers, ce sable, il ne sera pas en aval. Et quand le tapis roulant va arriver chez les voisins de l'aval, ils vont avoir un tapis roulant tout vide. Et en fait, la rivière, elle ne reste pas vide. Elle a ce pouvoir érosif. Et si jamais elle ne trouve pas cette charge à prendre en charge, eh bien, en fait, elle va creuser. Le tapis roulant, il va aller plus profond. Il va creuser son propre lit. Et ce qui s'est passé dans l'ensemble des fleuves de la planète, c'est que ces phénomènes d'extraction, ils ont enfoncé le lit des rivières progressivement. Alors, à l'amont, ils ont déchaussé des ponts. À l'aval, ils ont rendu des inondations plus importantes qu'on a compensées avec des digues. Mais dans les digues, l'eau va encore plus vite et du coup, elle creuse encore plus profond. Et on arrive dans les deltas où là, les deltas s'enfoncent dans tous les fleuves du monde et sont aussi plus vulnérables à la submersion marine aujourd'hui. Parce que voilà, quand les extractions ont enfoncé le lit, et puis aussi, il faut dire, quand les barrages ont équipé l'amont des rivières, eh bien en fait, toute cette charge sédimentaire qui arrive des montagnes, eh bien elle est bloquée dans les barrages. Donc non seulement il y a eu de l'extraction dans le cours d'eau, mais il y a eu aussi des blocages de charges sédimentaires dans certains barrages, parce qu'imaginez-vous, si vous êtes un galet, vous arrivez avec la force du torrent chahuté, et puis vous arrivez dans une immensité d'un barrage où là, l'eau est toute calme, elle n'a plus du tout l'énergie pour vous emmener dans la suite, et donc vous allez sédimenter au fond des barrages. Et il y a des tas de barrages dans le monde qui se comblent de sédiments, et il n'y a plus de place pour l'eau dans ces barrages. Et en fait, voilà, cette charge sédimentaire qui n'arrive plus dans le tapis roulant, alors que le débit, lui, il est toujours là, et ben, en fait, ça va enfoncer les fleuves, puisque la rivière, elle va aller chercher cette charge sédimentaire pour laquelle elle a de l'énergie, pour compenser ce déficit en sédiments. Oui, l'eau est joueuse, mais l'eau est fragile, et l'eau, surtout, elle est épuisable. Et quand on s'approprie soit les ressources de l'eau, soit les ressources sédimentaires, eh bien, il va falloir arbitrer entre différents usages qui sont légitimes, mais qui sont peut-être pas aussi légitimes les uns que les autres. Il va falloir trouver des moyens de se partager cette ressource. Or, pendant longtemps, on s'est concentré sur là où on voyait cette ressource, donc sur les motifs visuels de l'eau, et on a essayé de créer des réglementations qui permettaient de dire quelle part de l'eau il y aura pour chaque voisin, pour chaque riverain. Mais en fait, si on veut vraiment être juste et prendre des décisions qui soient proportionnées par rapport à l'ensemble des usages, on ne peut pas tenir compte uniquement de ces motifs environnementaux bien visuels et bien connus. Il faut aussi tenir compte de tout ce que je vous ai expliqué, qui est que, en fait, la quantité d'eau qu'on a dans les rivières, elle dépend de tout ce qu'on a fait sur tous les bassins versants. Et donc, il va falloir tenir compte de ces motifs plus discrets qu'on observe que si on va vraiment s'informer, se motiver pour aller regarder d'autres choses, peut-être s'équiper de capteurs, s'équiper de mesures pour comprendre comment fonctionne chaque bassin versant qui est chaque fois différent et dans lesquels il y a des multiples atteintes à la quantité d'eau ou à sa qualité, atteintes au droit de l'environnement qu'on a mis en place et qui aujourd'hui prend en compte beaucoup plus que juste la rivière, qui prend en compte les nappes. Mais ça ne suffit pas d'avoir mis en place des réglementations, il faut aussi qu'on observe à quel moment elles sont respectées ou pas. Et donc en fait, si on veut contrôler le motif du fleuve, il va falloir gouverner beaucoup plus que ces petits motifs qu'on a appris à voir et à les voir, voilà, une complexité plus large.
Pour gouverner l'eau, il va falloir regarder non seulement le fleuve, mais aussi en dessous du fleuve, à côté du fleuve, qu'est-ce qui se passe. Et une partie importante de cette prise en charge, elle va dépendre de la manière dont on repère des illégalismes, des gens qui ne respectent pas les lois sur l'eau ou les réglementations de l'eau. Et non seulement il faut les repérer, mais il faut aussi les sanctionner. Et ça, on peut dire que sur ce domaine-là, le bas blesse un peu aujourd'hui. Mais ça se comprend en Colombie, étant donné un contexte culturel et politique un peu particulier, qui est que c'est un pays qui a été en guerre pendant très longtemps. Et finalement, ce qui a permis de sortir de cet état de guerre qui a été particulièrement violent, c'est une pacification qui a été organisée par des juges. Et effectivement, les juges ont réussi à rendre justice à chacun des deux camps et à ramener une forme de paix. Et ça les a dotés d'une crédibilité et d'une légitimité très très forte. Et donc on attend des juges beaucoup dans ce pays. On ne peut pas dire que ce soit exactement la même situation en France, où en fait, notamment pour les questions d'eau, ça va très rarement jusqu'aux tribunaux. L'essentiel des conflits liés à l'eau sont gérés par des institutions plutôt de l'État administratif qui a acquis une légitimité dans la réglementation des conflits en général. Et chez nous, c'est les préfets qui vont gérer les arrêtés sécheresse pour redistribuer l'eau. Et effectivement, ces préfets n'ont pas tous une sensibilité environnementale, ce n'est pas forcément toujours leur priorité. Alors on peut dire que peut-être pour qu'il y ait un progrès dans la façon dont on gère l'eau et pour ne pas stigmatiser uniquement les usages qui impactent directement les motifs environnementaux qu'on voit bien, mais aussi plus largement l'ensemble des cours d'eau, eh bien, il faudrait probablement progresser à la fois sur la prise en charge administrative et sur la prise en charge judiciaire, pour que finalement toutes les atteintes soient sanctionnées et qu'on préserve ces grands géants.